Il allait avouer devant l'autel qu'il était complètement ruiné simplement pour la libérer du fardeau de sa chute, mais lorsqu'elle prit le micro et regarda droit dans les yeux l'architecte de son malheur, Adrien de la Rochère découvrit qu'il avait sous-estimé la femme qu'il s'apprêtait à épouser. Adrien sentait le col de son costume italien, taillé sur mesure, se resserrer sur sa gorge comme un étau. Une perle de sueur froide glissa le long de sa tempe, et les centaines de cierges qui ornèrent la nef de l'église ne parvenaient pas à le réchauffer. Leurs lueurs impitoyables ne faisaient que l'aveugler. Il était 17 heures, un samedi qui aurait dû être parfait, mais le parfum opulent des milliers de lits blancs disposés le long de l'allée avait soudain l'odeur douceâtre et écœurante d'un enterrement. Le prêtre, un homme à la voix douce et ignorant de la tempête qui se préparait, sourit. « Adrien, acceptez-vous de prendre Élise pour légitime épouse, pour l'aimer et la respecter, dans la richesse comme dans la pauvreté ?» Le mot « pauvreté » résonna dans l'esprit d'Adrien comme un marteau frappant une poutre d'acier. C'était le point de non-retour. Le silence s'étira. Les invités, l'élite de Paris, commencèrent à s'agiter sur leurs chaises, le froufroutement de la soie et les chuchotements brisant la solennité de l'instant. Élise le regarda, ses yeux d'un brun profond brillant d'amour et d'une confusion grandissante. La voir ainsi, si pure et confiante, fut le coup de poignard final dans sa poitrine. Il se pencha vers elle, comme pour lui murmurer un secret romantique. Quelques invités sourirent à ce geste, mais les mots qui sortirent de sa bouche furent du poison. « Élise, murmura-t-il, la voix rauque, brisée. Pardonne-moi, j'ai tout perdu, absolument tout. » Il vit le moment précis où la réalité la frappa. Ce ne fut pas un cri, mais un séisme qui secoua son visage. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent dans un souffle muet, et la couleur quitta ses joues. Sa main, qui tenait la sienne avec tant de chaleur, devint soudain froide comme le marbre. Au premier rang, Vincent Moreau ajusta sa cravate en soie, un sourire presque imperceptible, mais terriblement victorieux, plissant le coin de ses lèvres. Il assistait à la scène comme un metteur en scène admire son chef-d'œuvre. Adrien s'attendait aux larmes. Il s'attendait à ce qu'elle le lâche, se détourne et s'enfuit loin de ce désastre humain qu'il était devenu. Mais ce ne fut pas ce qui se produisit. Le menton d'Élise se releva d'1 millimètre. Le choc dans ses yeux fut remplacé par une flamme froide et tranchante. Son regard passa par-dessus l'épaule d'Adrien, balaya la foule et se fixa sur Vincent avec la précision d'un laser. Puis, à la stupéfaction complète d'Adrien, la poigne de sa main redevint ferme et résolue. Elle n'allait nulle part. Ce regard. Élise connaissait ce regard victorieux sur le visage de Vincent. Le souvenir la frappa comme une vague, la transportant 1 an en arrière, le jour où elle avait rencontré Adrien. C'était dans une galerie d'art minimaliste, un cube blanc et silencieux qui contrastait avec sa personnalité explosive. Adrien était là, en conquérant, prêt à acheter la pièce maîtresse de l'exposition, un tableau abstrait avec une unique et violente trace rouge sur une toile blanche. Il l'analysait non pas comme de l'art, mais comme un actif, un objet à acquérir et à posséder. Élise, qui avait quitté l'univers gris des graphiques boursiers pour trouver la beauté dans le monde réel, se tenait à côté, observant la même œuvre avec une perspective totalement différente. « C'est la représentation de la rupture », dit-elle à voix basse, plus pour elle-même que pour lui. Adrien, pris au dépourvu, se tourna. « Pardon ? Le trait rouge », expliqua-t-elle, sans se laisser intimider par l'aura de pouvoir qu'il dégageait. Il ne s'agit pas de colère. Il s'agit du moment exact où quelque chose se brise pour toujours. La beauté réside dans l'irréversibilité de l'acte. Adrien resta silencieux, sincèrement surpris. Il s'attendait à un commentaire sur la valeur, sur l'artiste en vogue. À la place, il reçut une leçon de philosophie en 2 phrases. Ce jour-là, il n'acheta pas le tableau. Il paya 2 cafés et passa 3 heures à écouter Élise raconter comment elle avait troqué la défense pour la liberté de lire de la poésie à la lumière de l'après-midi. Lui, pour la première fois depuis des années, ne parla pas de ses milliards ou de ses entreprises,
mais du garçon qui rêvait d'être architecte avant que l'empire de son père ne l'avale. Leur relation devint une étude de contraste. Élise l'entraînait dans des marchés aux puces et lui apprenait à manger des crêpes dans la rue, tachant son costume à 2000 € de sucre. Adrien l'emmenait à des dîners de gala, où elle, avec son intelligence acérée, désarmait des hommes d'affaires arrogants, avec des questions auxquelles ils ne savaient pas répondre. Ils étaient le refuge l'un de l'autre. En elle, il trouvait l'humanité que l'argent avait presque étouffée. En lui, elle trouvait une loyauté et une capacité d'aimer que le monde cynique d'où elle venait disait ne pas exister chez les hommes comme lui. Et il y avait Vincent, toujours présent. Le meilleur ami, le conseiller, l'ombre. Élise ne lui avait jamais fait confiance. Il y avait une faim dans ses yeux qu'elle connaissait trop bien. C'était le même regard des requins qu'elle avait laissé derrière elle. Elle se souvint d'un dîner, des mois plus tôt, dans un restaurant exclusif. Adrien célébrait un nouveau fonds d'investissement. « C'est un mouvement audacieux, mon ami », avait dit Vincent en levant un verre de vin hors de prix. « Fort effet de levier, risque concentré, mais qui ne risque rien n'a rien. » Le sourire était amical, mais le conseil était un piège. Élise intervint avec son calme habituel. « La concentration ne t'inquiète pas, Adrien. N'importe quel événement de type signe noir dans un secteur spécifique pourrait faire s'effondrer tout le portefeuille. » Vincent rit, un rire qui n'atteignit pas ses yeux. « Élise, ma chère, avec tout le respect que je vous dois, le marché n'est pas un poème. C'est une arène. Adrien sait ce qu'il fait. » Adrien, aveuglé par une amitié de toute une vie, lui sourit simplement. « Ne t'inquiète pas, mon amour. Vincent m'aide à tout surveiller. » Maintenant, de retour devant l'autel, l'odeur des lys et le silence pesant de l'église l'étouffaient. Le souvenir de ce dîner se connecta au présent avec la clarté d'un éclair. Le conseil de Vincent n'était pas un avertissement, c'était le plan. Le signe noir n'était pas un événement de marché, c'était un coup de poignard. Il n'aidait pas à surveiller. Il aidait à détruire. Cette prise de conscience la remplit d'une fureur froide, une clarté qui évapora tout le choc et la peur. L'humiliation que Vincent avait prévue pour Adrien était maintenant la sienne aussi. Et elle ne l'accepterait pas. Adrien, brisé, se pencha de nouveau. Sa voix n'était qu'un filet. « Élise, va-t'en. S'il te plaît, cours, sauve ta vie. » C'était son signal. Le moment du retournement. Elle se pencha vers lui, le visage à quelques centimètres du sien, et le força à croiser son regard. La force dans ses yeux lui coupa le souffle. « Adrien, écoute-moi bien, » murmura-t-elle, chaque mot pesant une tonne, forgé dans l'acier. « Tu n'as pas tout perdu. Tu m'as encore. Ce n'est pas la fin, c'est une déclaration de guerre. » Elle serra sa main, le courant de sa détermination se transmettant à lui. « Nous n'avons pas été vaincus. » poursuivit-elle, son regard se détournant une seconde pour croiser celui de Vincent, qui l'observait maintenant avec une curiosité nouvelle et alarmée. « Nous avons été attaqués, et nous allons riposter. Tu n'es plus seul là-dedans. » Elle se redressa, non plus la victime d'une tragédie, mais le général d'une armée de deux. Pour les invités, ce n'étaient que des fiancés échangeant des secrets à l'hôtel. Mais pour Adrien et Vincent, le champ de bataille venait d'être défini. Et la fiancée, qui devait être la première victime, s'était révélée être la pièce la plus inattendue et la plus dangereuse de l'échiquier. La détermination d'Élise était une force physique, une muraille invisible qui s'érigea autour d'Adrien, le protégeant du regard prédateur de Vincent et des murmures venimeux de la foule. Adrien, qui quelques instants auparavant s'enfonçait dans un marécage de honte et de désespoir, sentit le sol ferme sous ses pieds pour la première fois de la journée. Il regarda la femme à ses côtés, non plus comme la fiancée qu'il devait sauver, mais comme une force de la nature qu'il commençait à peine à comprendre. Et puis, elle bougea. Avec un calme qui semblait impossible, Élise lâcha la main d'Adrien, fit un pas en avant et se tourna vers le prêtre. Le pauvre homme semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des 5 dernières minutes, son visage un masque de confusion. « Mon père, me feriez-vous l'honneur de me prêter votre micro un instant ?» Sa voix résonna, claire et ferme,
sans aucune trace d'hésitation. Avant qu'il ne puisse consentir ou refuser, elle l'avait déjà pris, le léger grésillement coupant l'air et faisant taire instantanément tous les chuchotements. Un projecteur imaginaire se fixa sur elle. Le temps s'arrêta. « Bonjour à tous !» commença Élise, son regard balayant la congrégation, la mariée au centre de sa propre scène. « Je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence en ce jour qui devait être le plus heureux de ma vie et de celle d'Adrien. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. « Devait être. Certains d'entre vous ont peut-être déjà remarqué que quelque chose ne va pas. Et c'est le cas. Aujourd'hui, quelques instants avant de prononcer nos vœux, j'ai découvert que l'homme que j'aime, l'homme dont beaucoup d'entre vous admirent l'empire, a perdu tout ce qu'il a construit. » Un soupir collectif parcourut l'église. La confession publique était choquante. Vincent, sur son siège, laissa réapparaître une trace de son sourire victorieux. L'humiliation était retransmise en direct. Il avait gagné. Mais Élise n'avait pas encore terminé. « Mais ce que je veux que tout le monde comprenne, poursuivit-elle, la voix gagnant un fil d'acier, c'est qu'Adrien n'a pas perdu son patrimoine par incompétence ou par un coup du sort. Il a été méthodiquement traqué et détruit. » Ici, elle tourna la tête, juste assez pour que ses yeux se plantent dans ceux de Vincent. Son sourire vacilla. « Un sabotage sophistiqué, » dit Élise, s'adressant maintenant autant à Adrien qu'à l'auditoire, et, surtout, à son ennemi. Une vente à découvert en cascade, par exemple, démultipliée par des options de vente en dehors du cours, achetée discrètement au fil des mois, c'est une manœuvre ingénieuse. Un silence profond tomba sur l'église. La plupart ne comprirent pas les termes, mais ils comprirent le ton. C'était une accusation. Les quelques financiers présents écarquillèrent les yeux. Adrien regarda Élise, stupéfait. Comment pouvait-elle savoir cela? Lui-même n'avait compris la mécanique de l'attaque que ce matin-là. Élise asséna le coup de grâce, sa voix basse, presque un secret partagé avec 200 personnes. C'est une stratégie qui laisse des traces numériques très subtiles, Vincent. Surtout quand les ordres de vente proviennent d'une société de courtage dans un paradis fiscal, une qui a peut-être oublié d'enregistrer le véritable bénéficiaire derrière une société écran. Le visage de Vincent Moreau perdit sa couleur. Le masque de confiance se brisa, révélant la fureur et, pour la première fois, la peur en dessous. Un tic nerveux commença à agiter sa paupière gauche. Il n'assistait plus à un spectacle, il en faisait partie. Percevant la confusion générale, Élise s'adressa de nouveau à tous, sa posture maintenant celle d'une professeure devant une classe attentive. Vous devez vous demander comment une femme, qui a abandonné le monde des affaires pour ouvrir une petite librairie, sait tout cela. Elle regarda Adrien, une lueur d'affection au milieu de la tempête. Avant de tomber amoureuse de cet homme et de la vie tranquille dont nous rêvions, j'ai passé 10 ans en première ligne du marché financier. Mon travail n'était pas de rêver. Mon travail était de traquer les prédateurs. J'analysais et je démontais les stratégies d'hommes exactement comme Vincent. Elle reposa le micro sur son support à côté du prêtre. La révélation flotta dans l'air, plus choquante que la nouvelle de la faillite. Élise n'était pas la demoiselle en détresse. Elle était l'arme secrète que personne, surtout pas Vincent, ne savait qu'Adrien possédait. Le mariage était terminé avant d'avoir commencé, mais là, sur l'autel profané par la trahison, une alliance bien plus puissante et dangereuse venait d'être forgée dans le feu. L'écho de la voix d'Élise flottait encore dans l'air chargé de la cathédrale, une onde de choc qui avait paralysé tout le monde. Pendant un instant, personne ne bougea. Les 200 invités les plus riches et les plus influents du pays étaient devenus des statues de cire, aux expressions variant de l'incrédulité au scandale, et, sur quelques rares visages, une admiration réticente. Le silence fut rompu par Élise, qui prit la main d'Adrien avec une fermeté qui était autant un soutien qu'un ordre. « Allons-y », dit-elle, la voix basse, destinée uniquement à lui. La tête haute. Adrien, encore en train de digérer l'image de sa fiancée se transformant en lionne devant lui, acquiesça simplement, son corps bougeant par pur instinct, suivant sa direction. La traversée de l'allée centrale de l'église fut la plus longue de sa vie.
Il n'y avait pas de sourire, pas de lancer de riz, pas de musique de célébration. Il y avait seulement le son de leurs chaussures sur le marbre et le bruissement de centaines de personnes se retournant pour les dévisager. C'étaient des regards qu'Adrien connaissait, mais qui n'avaient jamais été dirigés vers lui. Des regards de pitié, de mépris, de commérage. Il vit des associés qui lui avaient serré la main avec ferveur la semaine précédente, éviter maintenant son regard, étudiant soudainement les vitraux du plafond. Il vit des femmes qui se disaient amies d'Élise, chuchoter derrière leurs éventails, les yeux brillants de malice. La haute société ne pardonnait pas l'échec, et il venait de devenir le plus grand spectacle de la ville. Au milieu du chemin, une silhouette imposante leur bloqua le passage. C'était le père d'Adrien, un homme dont la posture rigide semblait avoir été sculptée dans le granit. Sa femme, la mère d'Adrien, était à ses côtés, le visage pâle de honte, tenant un mouchoir en soie sur ses lèvres. Adrien, la voix du père était un tonnerre contenu. Quelle est cette folie? Quel spectacle humiliant as-tu permis à cette femme de faire avec le nom de notre famille? Adrien frémit, l'accusation le frappant comme un coup de poing. Mais avant qu'il ne puisse formuler une réponse, Élise répondit pour lui, la voix froide comme la glace. « Si l'humiliation et le nom de votre famille vous préoccupent, monsieur, je vous suggère d'adresser vos questions à Vincent Moreau. C'est le meilleur ami de votre fils qui a tout orchestré. » Elle n'attendit pas de réplique. Elle tira Adrien par le bras et contourna ses parents comme s'ils n'étaient que de simples obstacles. En arrivant aux immenses portes en bois de l'église, ils trouvèrent le dernier gardien de l'enfer. Vincent était là, attendant. La surprise sur son visage avait été remplacée par un masque de fureur froide. « Vous êtes une idiote, Élise » siffla-t-il, la voix assez basse pour que seul l'entende. « Vous auriez pu sortir de là avec dignité. Maintenant, vous allez sombrer avec lui. » « La dignité, Vincent, est quelque chose que vous ne comprendrez jamais, » rétorqua Élise, sans cesser de marcher. « Et nous n'allons pas sombrer. Nous allons vous traquer. » Ils débouchèrent dans la lumière de fin d'après-midi, mais la liberté fut de courte durée. Un mur de flash explosa à leur visage. Des dizaines de journalistes et de paparazzi qui attendaient la sortie triomphale du couple de l'année se bousculaient maintenant, hurlant des questions. « Adrien, est-il vrai que vous avez fait faillite? » Élise, l'avez-vous quitté devant l'hôtel? Qui est le responsable? Des micros étaient poussés dans leur direction. Adrien, instinctivement, chercha le chauffeur, la Bentley noire qui aurait dû l'attendre. Mais la voiture n'était pas là. Le trottoir était vide, à l'exception d'une camionnette d'une chaîne de télévision. Vincent avait été rapide. Le premier privilège, la fuite, leur avait été retiré. En poussant et en esquivant, ils réussirent à traverser la foule et à tourner dans une rue latérale plus calme, les cris des journalistes s'estompant derrière eux. Ils étaient seuls, vêtus de tenues de luxe qui ressemblaient maintenant à un costume cruel, arrêtés sur un trottoir sale. Adrien, agissant par le réflexe d'une vie qui n'était plus la sienne, sortit son téléphone pour appeler un VTC. La main d'Élise se posa doucement sur la sienne. « Adrien, ça ne marchera pas. » Il la regarda, la réalité le frappant par vagues. Plus d'entreprise, plus de lignes de crédit professionnelles. Il rangea son téléphone, le visage brûlant de honte. « Nous avons besoin d'un endroit où rester. » N'importe où, ils aperçurent l'enseigne au néon d'un hôtel simple, à 2 rues de là. C'était un lieu anonyme, démodé, le genre d'établissement qu'Adrien ne remarquerait jamais de l'intérieur de sa voiture blindée. La réceptionniste, une femme blasée mâchant du chewing-gum, regarda leur tenue de mariage avec un sourcil arqué. « Lune de miel ?» demanda-t-elle sans la moindre trace d'enthousiasme. « Juste une chambre pour la nuit », dit Adrien, sa voix sonnant étrange à ses propres oreilles. « D'accord, pièce d'identité et carte de crédit. » Le moment qu'Adrien redoutait le plus. Il ouvrit son portefeuille, la main tremblant légèrement en sortant sa carte de crédit principale, un morceau de métal noir qui pouvait autrefois acheter n'importe quoi dans le monde. Il l'attendit à la réceptionniste. Elle la passa dans la machine. Un bip aigu et négatif retentit dans le silence du hall. « Refusé. Réessayez », insista Adrien, la panique lui montant à la gorge. La femme essaya de nouveau, avec un soupir impatient. « Refusez encore, mon pote. Pas de fond. »
La sueur perla de nouveau sur le front d'Adrien. L'humiliation dans l'église avait été publique, mais abstraite. Celle-ci était réelle, intime et sale. Il était un milliardaire sans un sou. Il tendit une autre carte d'un compte différent, le même bip, le même refus. Élise, voyant le désespoir dans ses yeux, intervint. « C'est bon, essayez la mienne. » Elle tendit sa propre carte. La réceptionniste la passa. « Bip, refusez aussi, ma belle. On dirait que le système ne vous aime pas aujourd'hui. » Vincent n'avait pas seulement détruit les finances d'Adrien. Il avait empoisonné le puits, utilisant ses relations pour geler tout ce qu'ils avaient, les marquant comme un risque. Ils sortirent de l'hôtel et retournèrent dans la rue froide. C'est là qu'Adrien craqua. Il s'appuya contre un mur de briques, la tête basse, le corps secoué par un sanglot silencieux. Toute la force, toute l'arrogance, toute l'identité qu'il avait construite au cours de ses 35 ans se réduisirent en poussière. « Je suis désolé, Élise », suffoqua-t-il, les mots lui arrachant la gorge. « Regarde ce que je t'ai fait. Regarde où je t'ai amené. Je suis un échec. Tu aurais dû t'enfuir. » Élise ne dit rien pendant un long moment. Elle laissa sa douleur s'exprimer, laissa la vérité de la situation les envelopper. Le soleil se couchait, teintant le ciel d'orange et de violet, une beauté cruelle qui se moquait de la laideur de leur réalité. Puis, elle s'approcha et posa la main sur son épaule. « Oui, nous sommes ici, » dit-elle, la voix calme et ferme. « Dans la rue, sans argent et avec des vêtements ridicules. C'est le fond du trou, Adrien. Et tu sais ce qu'il y a de bien avec le fond du trou? On ne peut pas tomber plus bas. À partir de maintenant, chaque mouvement est vers le haut. » Elle se pencha pour qu'il la regarde dans les yeux. « Alors, respire, tu as encore 5 minutes pour être un échec. Après ça, tu redeviendras l'homme dont je suis tombée amoureuse, l'homme qui se battra à mes côtés. » Adrien prit une profonde inspiration, la force d'Élise l'ancrant. Le combat semblait impossible. Se battre avec quoi, Élise? Nous n'avons rien. Elle resta silencieuse une seconde, son cerveau travaillant vite. Ses yeux examinèrent sa propre tenue, son maquillage, ses accessoires. Puis, ses doigts touchèrent la délicate boucle d'oreille en perles à son oreille, un héritage de sa grand-mère, son seul bien de véritable valeur sentimentale. Un plan commença à se former, un premier pas minuscule et désespéré. « Pas rien », dit-elle, une lueur dangereuse revenant dans ses yeux. « Nous m'avons moi, et j'ai une idée. » L'idée d'Élise était aussi simple que brutale. Elle prit Adrien par la main, le guidant à travers les rues de plus en plus sombres et anonymes de la ville, loin de l'éclat et du glamour du quartier où l'église se dressait comme un monument à leur ancienne vie. Adrien la suivait comme un automate, le choc le rendant docile. Leur destination était une boutique de prêt sur gage, ouverte 24 heures sur 24, un endroit dont Adrien ne soupçonnait même pas l'existence. La porte fit tinter une cloche stridente lorsqu'ils entrèrent, annonçant leur arrivée à un homme trônant derrière une grille en plexiglas. L'endroit sentait la poussière, le vieux métal et la désillusion. Sur les étagères, des guitares sans cordes, des alliances solitaires et des montres arrêtées racontèrent les histoires silencieuses d'autres désespoirs. Le préposé, un homme aux yeux fatigués qui avait tout vu, balaya le couple du regard, remarquant le costume cher et la robe de mariée tachée. Il ne montra aucune surprise, juste un ennui professionnel. C'est pourquoi Élise prit une profonde inspiration. C'était le premier sacrifice, le premier morceau de son passé qu'elle devrait brûler pour alimenter l'avenir. Lentement, elle retira les boucles d'oreilles en perles, le métal froid sur ses doigts chauds. Les perles, un cadeau de sa grand-mère pour son 18e anniversaire, étaient son talisman, un lien avec une époque plus simple. Elle les posa sur le comptoir en verre rayé. Combien pour ça? Sa voix était un filet, mais ne trembla pas. L'homme prit les boucles d'oreilles avec une pince, les examina sous une lumière vive avec une loupe. Adrien observait la scène, une vague de nausée l'envahissant. Lui, qui négociait des acquisitions à 9 chiffres, se tenait là, silencieux, pendant qu'Élise vendait un héritage familial pour quelques sous.
C'était le portrait le plus cruel de son impuissance. L'homme fit une offre basse, insultante. Adrien ouvrit la bouche pour protester, le vieil instinct de négociateur refaisant surface, mais Élise le fit taire d'un regard. Il n'avait aucun pouvoir de négociation. Après un marchandage bref et humiliant, elle accepta. L'homme compta une petite liasse de billets froissés et les poussa à travers une fente dans la grille. C'était l'argent le plus sale et le plus vital qu'ils aient jamais touché. Avec ce petit capital de survie, ils passèrent la nuit blanche. Ils achetèrent des vêtements bon marché dans un grand magasin qui fermait, troquant les tenues de mariage contre des jeans et des t-shirts qui ressemblaient à des déguisements de gens ordinaires. Dans un kiosque à journaux, ils achetèrent tous les quotidiens et journaux de petites annonces qu'ils purent trouver. Assis sur un banc de square, sous la faible lumière d'un lampadaire, ils commencèrent la recherche d'un toit. Pas un foyer, juste un toit. Ils trouvèrent une annonce prometteuse. Studio meublé, centre-ville, loyer modique, direct propriétaire. L'endroit était encore plus sombre que ce que l'annonce laissait entendre. Il se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble, sans ascenseur. Le mobilier consistait en un matelas taché posé à même le sol, un petit réfrigérateur qui bourdonnait agressivement et une table en métal avec une chaise bancale. L'air était lourd de l'odeur de moisi et de la friture du voisin. Une unique petite fenêtre donnait sur un mur de briques d'un autre bâtiment, à quelques centimètres de distance. Ce cube de 20 mètres carrés serait leur nouvelle maison, leur quartier général, leur refuge. Ils payèrent aux propriétaires méfiants 2 mois de loyer en espèces, et il leur remit une clé rouillée. La première nuit fut surréaliste. Adrien s'assit sur le matelas, le tissu rêche lui éraflant la peau. Il regarda cet espace exigu, les murs à la peinture écaillée, le robinet du petit évier qui fuyait avec une persistance exaspérante. Il ferma les yeux et vit son penthouse, les baies vitrées du sol au plafond, la vue panoramique de toute la ville s'étendant à ses pieds comme un tapis de lumière. La juxtaposition était si violente qu'il ressentit un vertige. Élise s'allongea à ses côtés, épuisée, et ils s'endormirent au son de la ville, qui ne dort jamais, et du goutte-à-goutte constant du robinet marquant le tempo de leur nouvelle vie. Le vrai coup, cependant, vint le matin. La vulnérabilité qu'ils ressentaient en privé fut brutalement exposée au monde. En sortant pour acheter du café, ils tombèrent nez à nez avec les gros titres des kiosques à journaux. Ils étaient pires que ce qu'ils auraient pu imaginer. La photo principale de presque tous les journaux était la leur, sortant de l'église, le visage d'Adrien un masque de désespoir, celui d'Élise un masque de fureur, le titan déchu, la ruine spectaculaire d'Adrien de la Rochère, hurlait un titre. Fiancé en fuite ou coup monté, le drame du mariage millionnaire, disait un autre. Vincent n'avait pas perdu de temps. Les articles étaient truffés de sources anonymes et d'amis proches. Une source décrivait Adrien comme imprudent et arrogant, suggérant que sa chute était inévitable, un produit de sa propre démesure. Une autre dépeignait Élise comme une arriviste hystérique qui, en découvrant que la source d'or s'était tarie, avait fait une scène pour passer pour une victime. Vincent ne détruisait pas seulement la réputation d'Adrien en tant qu'homme d'affaires, il assassinait le caractère d'Élise, empoisonnant la seule chose qui leur restait, leur histoire. Adrien acheta un journal, les mains tremblant tellement qu'il pouvait à peine le tenir. De retour à l'appartement, il lut chaque mot venimeux, chaque mensonge, chaque distorsion. C'était le dernier clou dans son cercueil. La force qu'Élise lui avait donnée la nuit précédente s'évapora, remplacée par un abîme de honte et de dégoût de soi. Il regarda ses propres mains, les mains qui avaient un jour commandé un empire, et les vit comme des instruments de destruction. Il n'avait pas seulement échoué. Il avait entraîné la femme qu'il aimait au centre de l'ouragan, l'exposant à l'humiliation publique. « Ça, dit-il, la voix creuse, en jetant le journal par terre, c'est ma faute. Je t'avais prévenu, Élise. Je t'avais dit de t'enfuir. » Il s'éloigna d'elle, faisant les 100 pas dans l'espace minuscule, comme un animal en cage. Cette saleté, cet appartement, ces mensonges dégoûtants imprimés pour que le monde entier les lise. C'est ta vie maintenant. Parce que tu m'as aimé,
Je t'ai condamné. » Il frappa le mur écaillé, un geste pathétique de colère qui ne provoqua qu'une douleur aiguë à ses articulations et un peu de peinture tombant au sol. C'était son point le plus bas. L'homme qui avait un jour fait bouger les marchés était réduit à un puits d'apitoiement, dans une chambre sale. Élise l'observa, le cœur serré. Un instant, l'épuisement menaça de la vaincre. Mais ensuite, elle vit la lueur de satisfaction que cette scène procurerait à Vincent, et la colère revint, surpassant la fatigue. Elle prit les 2 gobelets en polystyrène avec le café qu'ils avaient acheté et en posa un devant lui. « Ça suffit, dit-elle, la voix sans une once de pitié. Assez de te noyer dans la culpabilité. C'est ce qu'il voulait, Adrien. Exactement ça. Il ne voulait pas seulement ton argent. Il voulait ton âme. Il voulait que tu te sentes comme ça, brisé, inutile, un échec qui a détruit tout ce qu'il a touché. Vas-tu lui donner cette victoire? Vas-tu laisser sa version de l'histoire être la seule à être racontée? » Il la regarda, les yeux rouges. « Nous n'avons aucun moyen de nous battre, Élise. Tu ne vois pas? Je vois un homme brillant devant moi, qui est temporairement aveuglé par la honte. » rétorqua-t-elle. « Je ne suis pas tombée amoureuse d'un penthouse ou d'une carte de crédit illimitée. Je suis tombée amoureuse de ton esprit, de la façon dont il fonctionne, et c'est ça que nous allons utiliser. » Elle poussa la tasse de café plus près de lui. « Bois. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les victimes. Aujourd'hui, nous sortons acheter un cahier et des stylos, et nous commençons à cartographier chaque pas, chaque entreprise, chaque connexion de Vincent Moreau. Nous allons utiliser l'esprit qu'il a tant envié pour construire son échafaud. » Adrien regarda le café, puis les yeux déterminés d'Élise. Une petite braise, qu'il croyait éteinte, commença à luire dans sa poitrine. L'apitoiement était toujours là, mais maintenant, à côté, quelque chose de nouveau commençait à grandir. Une colère froide et ciblée. Il prit le café. Le premier pas pour sortir du fond du trou. Le cahier bon marché, avec sa couverture en carton souple et ses feuilles à rayures fines, devint le centre de leur univers. Étendu sur le sol du studio, il était le champ de bataille où la guerre contre Vincent Moreau commencerait. Durant les premières heures, Adrien travailla avec une fureur et une précision qui rappelaient de ses meilleurs jours en tant que PDG. Il dessina de mémoire des organigrammes, cartographiant le réseau complexe d'entreprises, de participation et de conseillers qui formaient l'empire de Vincent. Chaque case qu'il dessinait, chaque nom qu'il écrivait, était un acte de défi. Élise s'assit à ses côtés, agissant comme un interrogateur socratique, remettant en question chaque connexion, cherchant les failles. Où est-il le plus vulnérable? Quelle entreprise a la comptabilité la plus opaque? Qui, dans son conseil d'administration, a la réputation de quitter les navires qui coulent? Ils travaillèrent pendant 2 jours presque sans arrêt, alimentés par du café bon marché et une détermination croissante. Le cahier commença à se remplir de diagrammes, de flèches et d'annotations. Une image de l'ennemi commença à se former, détaillée et effrayante. Mais à la fin du 2e jour, une frustration écrasante s'installa. Ils avaient heurté un mur infranchissable. « C'est inutile », dit Adrien en jetant son stylo par terre. Il se frotta les yeux, fatigué. « Nous avons la théorie, nous avons la carte du crime. Mais nous n'avons pas la preuve. Chaque élément de preuve tangible, chaque email, chaque ordre de transaction est enfermé dans les serveurs de la Rochère Investissement. Des serveurs sur lesquels Vincent a maintenant un contrôle absolu. Sans un accès interne, sans quelqu'un pour nous livrer l'arme du crime, tout ça. » Il fit un geste vers le cahier. « N'est que de la fiction. C'est ma parole contre celle de l'un des hommes les plus puissants du pays. » Élise regarda les pages remplies de travail. Il avait raison. Ils étaient à l'extérieur. Regardant à l'intérieur, ils avaient besoin d'une clé. Ils avaient besoin de quelqu'un à l'intérieur. Mais qui? Tous leurs anciens contacts s'étaient tus. Leurs emails restaient sans réponse. Leurs appels n'étaient pas pris. La peur qu'inspirait Vincent était une muraille plus haute que n'importe quel pare-feu. Le manque de ressources les força à chercher un nouveau bureau, la bibliothèque publique centrale. C'était gratuit, chauffé, et il y avait un accès à Internet.
assis côte à côte devant un terminal d'ordinateur public, entouré de l'odeur de vieux papiers et du silence respectueux des autres usagers, ils recherchaient d'anciennes nouvelles et des registres publics, à la recherche de la moindre miette qu'ils auraient pu manquer. Adrien avait créé une nouvelle adresse e-mail anonyme, une adresse absurde composée de lettres et de chiffres. Il l'ouvrait toutes les quelques heures, sans grand espoir. C'est alors que c'est arrivé. Un nouvel email apparut dans la boîte de réception. L'expéditeur était également anonyme. L'objet n'était qu'un point d'interrogation. Le cœur d'Adrien s'accéléra. Avec Élise penchée pour voir l'écran, il ouvrit le message. Le texte était court et énigmatique. « Je sais ce qu'il vous a fait. Il y a des années, j'ai connu un homme qui, même en étant le patron de tout, s'arrêtait pour demander le nom du stagiaire en informatique qui réparait son imprimante. Si cet homme existe encore, retrouvez-moi demain à 14 heures dans la section des livres rares, au sous-sol. » Adrien relut le message 3 fois. Il se souvenait de l'incident. Un jeune garçon, nerveux, transpirant pour réparer une imprimante avant une réunion importante du conseil. Adrien l'avait calmé, lui avait demandé son nom et, une fois le problème résolu, avait tenu à louer l'efficacité du garçon, Léo, auprès du directeur informatique. Un petit acte, oublié, qui avait apparemment laissé une trace. « Ça pourrait être un piège, » dit Élise, la voix prudente. « C'est possible, » acquiesça Adrien. « Mais c'est la seule porte qui s'est ouverte. Et la mention du stagiaire en informatique, c'est trop spécifique pour être un piège aléatoire de Vincent. C'est un risque que nous devons courir. » Le lendemain, à 13h55, ils descendirent les escaliers vers le sous-sol de la bibliothèque. La section des livres rares était un labyrinthe silencieux et peu fréquenté, avec un air plus froid et une odeur de cuir et de poussière. Les hautes étagères en bois sombre formaient des couloirs sombres. C'était l'endroit parfait pour une rencontre secrète. Ils attendirent, la tension faisant s'étirer chaque seconde. À 14h02, un jeune homme mince portant une casquette de baseball et des lunettes à monture épaisse apparut au bout d'un couloir. Il regarda autour de lui, les épaules voûtées, la posture de quelqu'un qui craint d'être observé. C'était Léo Marchand. Il semblait plus âgé, le visage marqué par une inquiétude qui n'existait pas auparavant. Il s'approcha, les mains fourrées dans les poches de son sweatshirt. « Monsieur de la Rochère, Élise » murmura-t-il, la voix tremblante. « Merci d'être venu. Je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. »« Léo » dit Adrien, la voix pleine d'une chaleur sincère. « C'est moi qui vous remercie. Mais c'est dangereux pour vous. Que s'est-il passé ?»« J'ai été licencié, » dit Léo sans détour. « 2 semaines après que vous soyez parti, ils ont fait une restructuration. Ils ont viré tous ceux qu'ils pensaient être loyaux envers vous. J'étais l'un d'eux. » Il prit une profonde inspiration, essayant de contrôler ses nerfs. « Mais avant de me virer, ils m'ont fait participer au nettoyage. C'était censé être une migration de données, une mise à jour du système, mais c'était un mensonge. Nous avons reçu l'ordre d'effacer des fichiers, des lots entiers de journaux de serveurs, de sauvegarde d'emails, tout d'une période spécifique de 3 mois. » Adrien et Élise se regardèrent. C'était ça. « Je n'ai pas compris sur le moment, » poursuivit Léo, « mais j'ai trouvé ça suspect. Les ordres étaient verbaux, rien par écrit. Mon superviseur direct était en sueur. Je savais que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai fait une bêtise, ou peut-être pas. La dernière nuit, avant qu'il ne formate mon accès, j'ai fait une copie d'une petite chose. Un fichier qu'ils ont ignoré, probablement parce qu'il se trouvait dans un ancien répertoire de sauvegarde qu'ils pensaient désactiver. C'était la seule chose que je pouvais prendre sans déclencher d'alarme. La main toujours tremblante, Léo sortit de sa poche une petite clé USB bon marché et la tendit à Adrien. « Ce n'est pas grand-chose, » dit-il, presque en s'excusant. « Ce sont les journaux d'accès à un dossier de sauvegarde de projets spéciaux. Un dossier que vous utilisiez pour vos analyses les plus sensibles. Le fichier montre chaque accès au cours des 6 derniers mois. Qui, quand et depuis quelle adresse IP. Le nom de Vincent y figure des dizaines de fois, et les adresses IP d'accès ne proviennent pas du réseau de l'entreprise. Elles viennent de l'extérieur. L'une d'elles, je l'ai tracée.
Elle mène à une adresse enregistrée au nom d'une société écran aux Caïmans. Adrien prit la clé USB. Le plastique bon marché semblait peser une tonne. C'était la clé, la première preuve concrète, irréfutable, que Vincent avait agi illégalement, accédant à des informations confidentielles pour orchestrer sa ruine. C'était le début du fil qui pourrait dénouer tous les chevaux. « Léo, je ne sais pas comment vous remercier », dit Adrien, la voix étranglée par l'émotion. « Vous avez tout risqué. Bénin, vous avez changé ma vie avec un seul mot gentil il y a des années, » dit Léo, ses yeux rencontrant enfin ceux d'Adrien. « Je ne fais que vous rendre la pareille. Juste, faites-le payer. » Sans un mot de plus, Léo se retourna et disparut rapidement entre les étagères sombres, les laissant seuls dans le silence du sous-sol. Adrien ouvrit la main et regarda le petit objet bleu. Ce n'était pas seulement une clé USB. C'était de l'espoir. C'était une arme. Élise posa sa main sur la sienne, leurs doigts s'entrelaçant autour de ce petit trésor numérique. « La muraille vient de se fissurer, Adrien », murmura-t-elle, un sourire déterminé se formant sur ses lèvres, pour la première fois depuis des jours. « Maintenant, commençons à la démolir. » La petite clé USB bleue devint un totem dans leur minuscule appartement. C'était un objet de pouvoir, une promesse de justice, mais aussi une source d'immense frustration. Avec l'argent qui restait de la vente des boucles d'oreilles, ils achetèrent un ordinateur portable d'occasion, un modèle ancien et lent qui mettait près de 5 minutes à démarrer. Assis par terre, côte à côte, les épaules se touchant, ils passèrent des jours et des nuits penchés sur le contenu du dispositif. Ce que Léo leur avait donné était à la fois une carte au trésor et un texte dans une langue morte. Ils voyaient des lignes et des lignes de code, des horodatages, des adresses IP énigmatiques et des noms de fichiers qui n'avaient qu'un sens partiel pour Adrien. « Projet Phoenix, je me souviens de ça », murmurait-il en montrant l'écran. C'était la prospection pour la fusion avec HackerTech. Information confidentielle. Il voyait le nom de Vincent associé à un accès à ce dossier, tard dans la nuit, depuis une IP qu'ils ne parvenaient pas à tracer avec des outils publics. Ils avaient la fumée, un nuage dense et sombre, mais ils ne voyaient pas le feu en dessous. La vérité était là, cryptée en jargon technique, cachée derrière des couches de proxy et de serveurs anonymes. C'est comme avoir l'enregistrement d'un crime, mais sans le traducteur pour comprendre ce que disent les criminels, dit Élise en repoussant l'ordinateur portable avec un soupir. Nous ne sommes pas des experts en criminalistique numérique, Adrien. Essayer de déchiffrer ça nous-mêmes, c'est comme essayer de faire une chirurgie à cœur ouvert avec un couteau suisse. Nous avons besoin d'un chirurgien. La conclusion était inévitable. Il devait engager un professionnel. Un expert en cybersécurité ou un comptable forensique expérimenté dans la traque des fantômes numériques. L'espoir que la clé USB leur avait donné les mena maintenant à un nouveau désert, une nouvelle muraille. En utilisant les ordinateurs de la bibliothèque publique, ils passèrent une journée entière à faire des recherches. Ils ignorèrent les grandes firmes de conseil, toutes ayant des liens avec Vincent ou son cercle de pouvoir. Ils cherchèrent des loups solitaires, de petites entreprises indépendantes connues pour leur discrétion et leur habileté à déterrer les secrets d'entreprise. Ils trouvèrent 3 candidats prometteurs. D'une cabine téléphonique, avec des pièces qu'ils comptaient soigneusement, Élise passa les appels. Elle fut brillante dans son approche, présentant un scénario hypothétique pour ne pas révéler leur identité. À chaque appel, le schéma se répétait. L'expert à l'autre bout du fil était intrigué. La mention de journaux de serveurs, d'IP de paradis fiscaux et de fraudes potentielles à haut niveau aiguisait leur intérêt. « Oui, c'est exactement le type de cas dans lequel nous sommes spécialisés », disait une voix. « Avec les bonnes données, nous pouvons remonter à la source et créer un rapport complet et recevable au tribunal », promettait une autre. Et puis venait le coup de massue, la question du paiement. Pour un cas de cette complexité, nos honoraires de provision initiaux sont de 50 000 €, dit le premier, avec le naturel de quelqu'un qui commande un café. Le deuxième parla de 60 000. Le troisième, un ancien agent des services secrets qui avait ouvert sa propre firme, fut le plus direct. 100 000.
La moitié d'avance. Et je ne suis pas bon marché à l'heure. Après le dernier appel, Élise raccrocha le téléphone et appuya sa tête contre la paroi froide de la cabine. L'espoir se transforma en un goût amer de cendre dans sa bouche. 100 000 euros, 50 000. C'étaient des chiffres absurdes, astronomiques. C'était l'équivalent de près de 10 ans de loyer de leur studio. La preuve de leur innocence et de la culpabilité de Vincent avait un prix, et ils étaient à un univers de pouvoir le payer. De retour à l'appartement, un silence lourd s'installa, plus oppressant que l'odeur de moisi. Adrien faisait les 100 pas, l'énergie nerveuse qui l'avait propulsé ces derniers jours s'évanouissant, laissant derrière elle une fatigue profonde, presque mortelle. « C'est fini », dit-il, la voix dénuée d'émotion. « C'est tout, nous sommes allés plus loin que je ne l'imaginais, mais c'est le terminus. Nous avons la preuve enfermée dans un coffre-fort et nous n'avons pas d'argent pour payer le serrurier. Vincent a gagné. » Élise ne répondit pas. Elle était assise sur le matelas, le regard perdu sur le mur écaillé. Sa main, inconsciemment, se porta à son cou, cherchant quelque chose qui n'était plus là, mais dont elle sentait encore le poids et la chaleur, son médaillon en or. C'était un petit camé ovale, un cadeau de son père le jour où elle était partie pour l'université. À l'intérieur, une minuscule photo de sa mère, décédée des années plus tôt. « Pour qu'elle soit toujours près de ton cœur et te guide », avait dit son père, les yeux humides. Ce médaillon était sa pièce la plus sacrée, le seul objet physique qui la connectait directement à sa mère. C'était un sacrifice qu'elle n'avait même pas envisagé. C'était impensable. Et pourtant, elle regarda Adrien, la défaite gravée sur chaque ligne de son visage. Elle regarda le cahier par terre, rempli de son écriture et de ses diagrammes. Elle regarda la clé USB sur la table. Elle se souvint du sourire suffisant de Vincent. Elle se souvint de la promesse qu'elle s'était faite devant l'autel. Dans une guerre, on ne se bat pas seulement avec les armes qu'on désire avoir, on se bat avec les armes qu'on possède. Et ce médaillon, ce souvenir sacré, était la dernière arme qui leur restait. « Non, ce n'est pas fini », dit-elle, la voix si basse qu'Adrien l'entendit à peine. Il cessa de marcher et la regarda. « Élise, sois réaliste. Qu'allons-nous faire ? Vendre l'ordinateur portable ? Non, dit-elle, et ses yeux rencontrèrent les siens, brillants d'une résolution douloureuse. J'ai quelque chose de valeur. Adrien fronça les sourcils, ne comprenant pas, et puis il vit où sa main se dirigeait vers son cou. Le sang quitta son visage. Non, Élise, non, pas question. Les boucles d'oreilles étaient déjà un cauchemar. Ça, ce médaillon, c'est ta mère. Je ne le permettrai pas. Je préfère pourrir dans ce trou que de te laisser faire ça. Il ne s'agit pas de permettre, Adrien, dit-elle en se levant. Sa voix était douce, mais inébranlable. C'est une décision, la mienne. Et ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. C'est un investissement dans notre justice, dans notre paix future. Tu penses que ma mère, qui m'a appris à être forte et à me battre pour ce qui est juste, voudrait que j'abandonne maintenant? Que je laisse un homme comme Vincent gagner parce que j'étais trop attachée à un objet? Elle s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. Ce n'est que de l'or et une photo. Son souvenir est ici. Elle toucha sa propre tempe. Et ici, elle toucha son propre cœur. Et elle serait en train de me dire de me battre. L'acte de la vente fut une cérémonie funèbre. Ils n'allèrent pas chez un prêteur sur gage, mais chez un joaillier antiquaire dans un quartier plus noble de la ville. Un homme qu'Élise avait trouvé en ligne, connu pour sa discrétion et pour payer des prix justes pour les pièces d'héritage. L'endroit était silencieux, tapissé de velours, un monde à part de leur réalité. Le joaillier, un homme âgé aux manières raffinées, examina la pièce avec respect. C'est du début du XXe siècle. Un travail artisanal magnifique, dit-il. Il fit une offre généreuse. C'était plus que ce dont ils avaient besoin. Le cœur serré, Élise ouvrit le fermoir. Elle tint le médaillon dans la paume de sa main un dernier instant, sentant son poids, son histoire. Puis, elle le tendit au joaillier. Au moment où le médaillon quitta sa main, une larme solitaire s'échappa et roula sur sa joue. Elle l'essuya rapidement.
Adrien, à ses côtés, lui serra la main avec force, les jointures blanches. La douleur et la gratitude sur son visage étaient si profondes qu'il ne put parler. Ils sortirent de la boutique avec une enveloppe épaisse, pleine d'argent. Il n'y avait pas de joie, pas de soulagement, juste le poids de ce qui venait de se passer. « Je te le jure, Élise, dit finalement Adrien, la voix rauque. Quand ce sera fini, je retrouverai ce médaillon, je le rachèterai. Je le jure sur ma vie. » Élise s'arrêta et se tourna vers lui, les yeux sérieux. « Ne fais pas de promesses que nous ne savons pas si nous pouvons tenir, Adrien. Fais-en juste une, que nous allons utiliser ça pour gagner. » Elle brandit l'enveloppe. « Nous avons fondu la cloche de l'église. Maintenant, allons engager notre canon. » L'adresse qu'ils avaient les mena à un immeuble de bureaux anonyme, un de ces bâtiments génériques en verre et en béton qui peuplent le centre-ville. Le bureau de Martine Dubois, l'experte en comptabilité forensique, ne se trouvait pas aux étages supérieurs avec des vues panoramiques. Il se trouvait au 3e étage, au bout d'un couloir mal éclairé. La plaque sur la porte était petite et discrète. MD Analyse une solution. Pas de luxe. Pas de réception, juste une porte en bois massif. Adrien hésita, l'enveloppe avec l'argent du sacrifice d'Élise pesant dans sa main et sur sa conscience. Élise, percevant son hésitation, tendit simplement la main et frappa 3 fois. La femme qui ouvrit la porte était aussi directe que son bureau. Martine Dubois avait la 50aine, des cheveux gris attachés en un chignon sévère et des yeux intelligents et sceptiques qui semblaient analyser et évaluer tout ce qu'ils voyaient. Elle portait un jean usé et un t-shirt d'un vieux groupe de rock, un uniforme qui défiait l'image d'une experte financière. Son bureau était un chaos organisé. Une immense table dominée par 3 moniteurs, des serveurs bourdonnant dans un coin, et un tableau blanc allant du sol au plafond, couvert d'un enchevêtrement de diagrammes et d'annotations indéchiffrables. L'endroit sentait le café fort et l'ozone. « Vous devez être le couple du scénario hypothétique, » dit Martine sans détour, en désignant 2 chaises inconfortables en face de son bureau. « Asseyez-vous. Le temps est précieux, surtout le mien. » Ils s'assirent. Un instant, Adrien eut l'impression d'être de retour dans l'une de ces salles de réunion. Mais cette fois, il était le vendeur, pas l'acheteur. Il commença à parler, expliquant la structure de son ancienne entreprise, le rôle de Vincent, la nature des projets confidentiels. Sa voix était ferme, celle d'un PDG décrivant un problème commercial. Ensuite, Élise prit le relais, décrivant la chronologie, les coïncidences suspectes, les manœuvres qu'elle avait identifiées avec sa propre analyse. Elle parlait avec la précision d'une stratège, reliant les points d'une manière qui montrait la profondeur de sa compréhension. Martine écoutait en silence, le visage impassible, les doigts tapotant sur la table. Quand ils eurent terminé, elle leva juste un sourcil. Une histoire fascinante, tragique même, mais les histoires ne peinent pas mes factures. Où est la preuve? Adrien prit la clé USB bleue et la posa sur la table. Elle est là. Des journaux de serveurs, des accès indus. Nous n'avons pas réussi à tout déchiffrer, mais nous savons que c'est le début. Élise, alors, prit l'enveloppe avec l'argent et la posa à côté de la clé USB. Et ceci est le paiement initial. C'est tout ce que nous avons. Martine regarda de la clé USB à l'enveloppe, puis de nouveau au visage tendu et plein d'espoir en face d'elle. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Elle prit la clé USB, l'inséra dans l'un de ses ordinateurs et, en quelques clics rapides, ouvrit les fichiers. Ses yeux parcoururent les lignes de code. La vitesse de sa lecture était stupéfiante. Une lueur d'intérêt, le premier signe d'émotion qu'elle montrait, apparut sur son visage. Journaux d'accès à un serveur de sauvegarde distant, IP masqué, ordre de suppression. Intéressant, murmura-t-elle pour elle-même. Elle regarda Adrien. Vincent Moreau, je connais le genre. Un requin qui se croit trop malin pour se faire prendre. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur eux. Je prends l'affaire, mais comprenez bien, je ne suis pas votre ami et je ne fais pas de miracle. Je suis une scientifique des données. Je suis la vérité que les chiffres me montrent.
Si la preuve est ici, je la trouverai. Si elle n'y est pas, vous avez perdu votre argent et votre temps. Ce qui suivit furent les 3 semaines les plus intenses de leur vie. Le bureau de Martine devint leur quartier général. Ils n'étaient pas seulement des clients, Martine les transforma en membres de l'équipe. Le chaos du tableau blanc fut effacé et remplacé par la structure de l'empire de Vincent. Ils travaillaient 18 heures par jour, en une symbiose parfaite. Martine était la machine, plongeant profondément dans les données, utilisant des logiciels sophistiqués pour briser les cryptages et tracer les IP à travers une série de proxys internationaux. Adrien était l'encyclopédie vivante, donnant un contexte à chaque fragment que Martine découvrait. « Cet offshore aux Bahamas », disait Adrien en regardant un nom que Martine avait déterré. Vincent l'a utilisé pour absorber les pertes d'une opération ratée au Mexique il y a 3 ans. Il m'avait dit qu'il l'avait dissoute. Élise était la stratège. Elle voyait les schémas que les autres ne voyaient pas. Martine cherchait des microtransactions vers des comptes de services liés à ses IP. C'est ainsi qu'il paie pour les serveurs anonymes sans lever de drapeau rouge. Il a utilisé la même technique dans une OPA hostile en 2018. Elle connectait le comportement passé de Vincent avec les données présentes, guidant la recherche de Martine, transformant une chasse au trésor aveugle en une enquête ciblée. La découverte, quand elle arriva, fut plus dévastatrice qu'il ne l'avait prévu. Une nuit pluvieuse, le bureau éclairé uniquement par les écrans des moniteurs, Martine laissa échapper un juron bas et pointa l'écran. « Je l'ai trouvé ». Elle n'avait pas seulement trouvé la preuve du vol d'informations. Elle avait trouvé pire. En utilisant une porte dérobée qu'il avait probablement installée des années auparavant, Vincent n'avait pas seulement copié le rapport final du projet Phoenix. Il l'avait modifié à l'intérieur du système d'Adrien. Avec une subtilité diabolique, il avait modifié quelques projections de revenus dans le rapport, diminuant le retour sur investissement d'une fraction de point de pourcentage. Un changement assez petit pour ne pas être évident, mais assez grand pour faire hésiter le conseil conservateur d'Adrien pendant 2 semaines cruciales. Durant ces 2 semaines, Vincent, en possession des vrais chiffres, conclut l'affaire pour lui-même. C'était de la fraude, active, dolosive et irréfutable. « Il n'a pas seulement volé votre carte au trésor », dit Martine, la voix pleine d'une admiration réticente pour l'audace du crime. « Il a redessiné votre carte pour vous envoyer dans le précipice. » La victoire de la découverte fut rapidement remplacée par une question stratégique. Que faire de cela? Un procès serait long, coûteux et donnerait à Vincent le temps de les enterrer sous des recours légaux. Ils avaient besoin d'un premier coup, chirurgical, inattendu et douloureux. L'acquisition d'Ackertech a été financée par un consortium de banques européennes, dit Martine, tapant déjà furieusement. Elles sont sous la juridiction de l'Office européen de lutte antifraude. Ils sont notoirement agressifs et n'aiment pas se faire berner. En moins d'1 heure, Martine rédigea une dénonciation anonyme détaillée, joignant les journaux déchiffrés, l'avant et l'après du rapport modifié et une carte claire du flux de données. D'un simple clic, la dénonciation fut envoyée. Ils attendirent. Pendant 4 jours, l'angoisse revint. Et puis, un vendredi matin, alors qu'ils regardaient les nouvelles financières dans un café bon marché, la nouvelle apparut, pas en gros titre, mais en note de bas de page, sur le bandeau d'informations qui défilait en bas de l'écran. Des sources confirment que les actifs de V-Moro Global liés à l'acquisition d'Ackertech ont été gelés préventivement par les régulateurs européens dans l'attente d'un audit. Adrien s'étouffa avec son café. Élise lui saisit le bras. Ce n'était pas une victoire publique, mais c'était quelque chose de bien plus puissant. C'était un coup au cœur financier de Vincent. Geler ses actifs signifiait paralyser ses opérations, semer la panique parmi ses investisseurs et, plus important encore, lui signaler que le fantôme d'Adrien de la Rochère était revenu le hanter. Il saurait que ce n'était pas un audit de routine. Cette nuit-là, de retour au studio, le goutte-à-goutte du robinet semblait moins une torture qu'une horloge faisant un compte à rebours. L'ambiance n'était plus au désespoir, mais à un calme dangereux. Adrien regarda Élise, l'admiration sur son visage si profonde qu'elle était presque une forme d'adoration. « Tu as réussi, Élise. Nous avons réussi. » Élise secoua la tête,
un petit sourire déterminé sur ses lèvres. « Non, Adrien. » Elle se tourna vers la fenêtre qui donnait sur le mur de briques, comme si elle pouvait voir à travers jusqu'aux pentouses de Vincent, de l'autre côté de la ville. Nous ne faisons que commencer. La petite victoire avait un goût doux amer. Le gel d'une fraction de l'empire de Vincent était comme arracher une seule écaille à un dragon. Le dragon était toujours vivant, et maintenant, pour la première fois, il savait qu'il était chassé. Dans le silence tendu de leur petit appartement, Adrien et Élise ne célébraient pas, ils planifiaient. L'euphorie du premier coup céda la place à une clarté froide et dangereuse. « Il ne va pas rester les bras croisés », dit Adrien, faisant les 100 pas, le mouvement continu contrastant avec l'immobilité d'Élise, qui l'observait assise sur le bord du matelas. Connaissant Vincent, il a déjà 3 plans de secours en action. Premièrement, il va utiliser les médias pour minimiser les dégâts, qualifier ça d'excès de zèle bureaucratique. Deuxièmement, il va lancer une chasse aux sorcières en interne pour trouver la source de la fuite, terrorisant quiconque pourrait penser à parler. Troisièmement, et le plus dangereux, il va commencer à déplacer ses actifs vers des endroits où aucune agence de régulation ne peut l'atteindre. Notre fenêtre d'opportunité se referme. Élise acquiesça d'un signe de tête. Nous l'avons piqué. Maintenant, il est en alerte maximale. La prochaine attaque doit être définitive. Un coup qui ne le paralyse pas, mais qui l'anéantisse. La réponse à cette prochaine étape vint 3 jours plus tard, par un appel crypté de Martine. « J'ai des nouvelles », sa voix résonna sur la ligne, sans préambule. L'enquête européenne m'a donné une brèche légale pour demander les registres de transfert de l'offshore des Caïmans. Ce que j'ai trouvé est une mine d'or. Adrien, Élise, la fraude d'Akertech n'était pas un événement isolé. C'est un schéma, c'est son modèle économique. Martine expliqua, la voix calme mais chargée d'un étonnement professionnel, que Vincent avait utilisé la même méthodologie. Sabotage interne de données, suivi d'une OPA hostile, dans au moins 3 autres grandes transactions au cours des 8 dernières années. Il n'avait pas construit son empire. Il l'avait volé morceau par morceau, en utilisant la même tactique frauduleuse, la perfectionnant à chaque fois. Tout son héritage, sa réputation de Midas du marché, était une farce colossale construite sur les décombres des ambitions d'autres personnes. C'est un parasite systémique, conclut Martine. Et maintenant, nous avons la carte génétique de chaque crime qu'il a commis. Après la fin de l'appel, Adrien resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre le mur de briques qui était devenu sa seule vue. La révélation de Martine ne le choqua pas. Étrangement, elle le clarifia. Les pièces du puzzle de sa propre vie commencèrent à s'emboîter, et il revisita mentalement le chemin qui l'avait mené jusqu'ici. Il se souvint du rejet initial, de l'abandon des amis et de la famille. Cette douleur l'avait dépouillé de ses illusions, lui apprenant que la loyauté achetée avec de l'argent ne valait rien. Il pensa à l'humiliation publique, aux gros titres venimeux. Cela lui avait appris à opérer dans l'ombre, à accepter le fait de n'avoir plus rien à perdre, ce qui le rendait dangereusement libre. Il se souvint de Léo, le stagiaire, l'alliance inattendue qui prouva qu'un petit acte de gentillesse pouvait engendrer une loyauté plus forte que n'importe quel contrat millionnaire. Et par-dessus tout, il regarda Élise. Son sacrifice, le médaillon de sa mère, lui avait appris la leçon la plus profonde de toutes, que la vraie force ne résidait pas dans le pouvoir que l'on accumule, mais dans ce que l'on est prêt à sacrifier pour une juste cause. Chaque défaite, chaque humiliation, chaque petit pas dans ce voyage infernal n'avait pas été une impasse. Ça avait été un entraînement. Il avait été brisé, oui, mais pas comme un vase qui se brise en éclats. Il avait été brisé comme un os qui, en guérissant, devient plus fort au point de fracture. Pour la première fois depuis le jour du mariage, la confiance d'Adrien revint, mais ce n'était pas la même confiance arrogante d'avant. C'était quelque chose de plus profond, de plus calme et d'infiniment plus létal. Il se tourna vers Élise, et il y avait un feu dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps. « Nous n'allons pas divulguer ça à la presse, Élise. Vincent est un maître dans la manipulation des médias. Il nous dépeindrait comme des ex-employés mécontents, l'histoire se perdrait en 1 semaine. Et le système judiciaire est trop lent.
poursuivit-elle son raisonnement, sentant déjà où il voulait en venir. Il nous enchaînerait dans des recours, pendant une décennie. Exactement, dit Adrien. Il nous a attaqués à notre moment le plus public et le plus vulnérable. Nous allons lui rendre l'appareil. Nous n'allons pas attaquer ses actifs. Nous allons attaquer sa scène, sa réputation, son héritage. Il se dirigea vers le tableau blanc qui était maintenant dans la petite pièce, prêté par Martine. Il prit un marqueur rouge. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de V-Moro Global. C'est dans 2 semaines. C'est son grand spectacle, là où il se présente comme un génie infaillible à ses investisseurs, partenaires et à la presse du monde entier. Il entoura la date sur le calendrier improvisé qu'ils avaient dessiné. C'est là que nous allons l'exécuter, publiquement. Le plan était audacieux, presque suicidaire. Il serait 2 personnes contre une armée de gardes du corps et d'avocats. C'est une forteresse, Adrien, dit Élise, non pas avec doute, mais avec pragmatisme. Comment entrons-nous? Et plus important encore, comment obtenons-nous un micro? Ce fut l'ancien Adrien, le stratège d'entreprise, qui répondit, mais avec la nouvelle ruse d'Élise. Nous n'entrons pas par effraction, nous entrons par la grande porte. Il sourit. Selon les statuts de V-Moro Global, tout actionnaire, aussi petit soit-il, a le droit de s'adresser au Conseil lors de la séance de questions-réponses. Le plan se cristallisa dans sa simple génialité. Avec le reste de l'argent du médaillon, il ferait un dernier achat. Pas une arme, pas un pot de vin. Une seule action de V-Moro Global. Un morceau de papier qui leur donnerait le droit légal d'être dans cette salle et d'avoir une voix. Cette nuit-là, en utilisant l'ordinateur portable lent, ils accédèrent à une plateforme de courtage en ligne. Ils trouvèrent le sigle de l'entreprise de Vincent. D'un clic, ils achetèrent une seule action. La valeur était dérisoire, presque une blague. Mais l'email de confirmation qui arriva quelques secondes plus tard était le document le plus important qu'ils possédaient. C'était la clé de la forteresse. C'était le billet pour l'acte final. C'était la formalisation de leur décision. La guérilla dans l'ombre était terminée. Maintenant, ils marcheraient droit au cœur du territoire ennemi. La salle de bal de l'hôtel le plus luxueux de Paris était un temple dédié au dieu du capital. Des lustres en cristal, de la taille de petites voitures, déversaient une lumière dorée sur une mer de costumes sombres et de bijoux discrets, mais hors de prix. L'air était raréfié, climatisé et parfumé de l'odeur du pouvoir et de la confiance en soi. Sur la scène, un pupitre imposant se dressait devant un écran gigantesque affichant le logo de V-Moro Global, un V stylisé qui ressemblait à une montagne d'or. Des centaines d'actionnaires, d'analystes de marché et de journalistes financiers occupaient les rangées de chaises rembourrées, tous là pour assister au couronnement annuel de leur roi. Vincent Moreau. Au dernier rang, presque invisible dans la pénombre, étaient assis Adrien et Élise. Ils étaient une dissonance dans cet environnement. Ils n'étaient pas en haillons, mais leur tenue, un costume sobre qu'Adrien possédait de sa vie antérieure et une robe simple et élégante qu'Élise avait achetée dans une friperie, semblaient murmurer leur inadéquation au milieu de l'opulence. Ils ne parlaient pas, ils observaient simplement la tension entre eux étant un courant électrique. Dans son sac, Élise portait un dossier contenant un unique document, la confirmation de l'achat d'une action de V-Moro Global, le billet de loterie le plus cher de leur vie. Le spectacle commença avec la précision d'une horloge suisse. Le directeur financier présenta des chiffres impressionnants, des graphiques ascendants qui suscitèrent des applaudissements contenus, puis les lumières diminuèrent et Vincent Moreau lui-même monta sur scène. Il était l'incarnation du succès. Bronzé dans un costume impeccable, il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Il n'utilisa pas le pupitre, préférant se promener sur la scène, un micro-cravate transmettant sa voix riche et confiante à chaque coin de la salle. Il parla de vision, d'innovation, de domination du marché. Il célébra l'acquisition d'Ackertech comme une étape majeure, un exemple de sa capacité à voir des opportunités là où d'autres ne voyaient que du risque. Lorsqu'il aborda le sujet des actifs gelés en Europe, il rit, un son charmant et rassurant.
Un petit hoquet bureaucratique, dit-il en gesticulant avec dédain. Nos équipes juridiques sont déjà en train de résoudre cette petite confusion. Parfois, les Européens sont un peu trop zélés, mais je vous assure, ce n'est qu'une tempête dans un verre d'eau. Le public rit avec lui, la confiance du leader calmant toute nervosité. Adrien sentit la bile monter. Il regardait l'homme qui avait détruit sa vie être déifié, mentant avec un sourire aux lèvres, et être applaudi pour ça. Il regarda Élise, et la détermination dans ses yeux était la seule chose qui l'empêchait de se lever et de crier. Finalement, la présentation de Vincent se termina par une salve d'applaudissements tonitruante. Il rejoignit le reste de la direction, assis dans des fauteuils sur la scène, et le modérateur annonça le début de la séance de questions-réponses des actionnaires. Un micro solitaire fut positionné au centre de l'allée principale. « Maintenant » murmura Élise. Se lever de sa chaise fut l'acte le plus difficile qu'Adrien ait jamais accompli. Chaque fibre de son être lui criait de rester tranquille, de ne pas s'exposer. Mais il se força à se mettre debout. Élise se leva avec lui, et ils commencèrent à marcher. La longue marche du fond de la salle jusqu'au micro sembla durer une éternité. À chaque pas, plus de têtes se tournaient. Les murmures commencèrent. Qui étaient ces deux-là? Que voulaient-ils? Les gardes du corps en costume, positionnés discrètement le long des murs, se redressèrent, les yeux fixés sur eux. Quand Adrien arriva enfin au micro, son cœur battait la chamade contre ses côtes. Il pouvait sentir la chaleur des lumières de la scène, le poids de centaines de regards sur lui. Il vit le visage de Vincent, le sourire toujours en place, mais une légère ride de curiosité se formant entre ses sourcils. Adrien prit une profonde inspiration. « Je m'appelle Adrien de la Rochère », dit-il, et sa voix, amplifiée par le système de sonorisation, sortit plus ferme qu'il ne l'avait espéré. « Et je suis actionnaire. » L'effet fut instantané. Le nom ricocha dans la salle. Le murmure se transforma en un bourdonnement de choc. Le nom du titan déchu, le fantôme de ce mariage scandaleux, était là, en chair et en os. Le sourire de Vincent se figea sur son visage. Le masque de bienveillance tomba, révélant une surprise sincère, rapidement suivie d'une lueur de fureur dans ses yeux. « Monsieur Moreau, » continua Adrien, ignorant l'agitation, « j'aimerais vous féliciter, ainsi que les membres du conseil, pour l'acquisition spectaculaire d'Hackertech. Un coup de maître. » Il fit une pause, si magistrale en fait, que j'ai une question sur votre méthodologie, si vous me le permettez. Pourriez-vous, s'il vous plaît, détailler aux actionnaires ici présents comment exactement votre équipe a obtenu l'accès au rapport de faisabilité du projet Phoenix avant même que ma propre direction n'ait eu la version finale et consolidée pour analyse? La question, chargée de spécificité technique, flotta dans l'air comme de la fumée de poudre. Ce n'était pas une accusation directe, mais une insinuation létale que seuls les initiés comprendraient. Vincent se reprit rapidement, son visage se fermant dans une expression de mépris arrogant. « Monsieur de la Rochère » dit Vincent, la voix dégoulinant d'une fausse pitié. « J'apprécie votre curiosité, mais cette assemblée n'est pas le forum approprié pour vos théories du complot ou pour vous lamenter sur les résultats de votre propre mauvaise gestion. Vous avez fait faillite. C'est tragique, mais c'est du passé. » Il fit un signe de tête au chef de sa sécurité. « Nous avons des actionnaires sérieux avec des questions sérieuses. Sécurité, veuillez accompagner Monsieur de la Rochère à la sortie. Question suivante. 2 gardes du corps énormes, des hommes qui semblaient avoir été taillés dans la roche, commencèrent à se déplacer dans l'allée en direction d'Adrien. L'humiliation était sur le point de se répéter. Il serait expulsé, discrédité, sa dernière tentative désespérée se transformant en une note de bas de page pathétique. C'était la fin. Mais au moment où la main du premier garde du corps toucha l'épaule d'Adrien, une autre voix retentit, calme et claire, dans le micro. « Excusez-moi » dit Élise, qui était restée jusqu'alors un pas derrière Adrien, silencieuse et inaperçue. « Je m'appelle Élise Valérie. Je suis également actionnaire, et je voudrais compléter la question de Monsieur de la Rochère. » Tous les yeux se tournèrent vers elle. Vincent, qui se considérait déjà victorieux, la regarda avec irritation. Qui était cette femme?
Et à cet instant précis, quelque chose se produisit. L'écran gigantesque derrière Vincent, qui affichait le logo de V-Moro Global, clignota. Pendant une seconde, il devint noir. Et puis, une nouvelle image apparut. Ce n'était pas le logo de l'entreprise, c'était une diapositive simple avec un fond blanc et des lettres noires et capitales qui disaient « La véritable méthodologie de V-Moro Global, une étude de cas sur la fraude ». Un cri de stupeur parcourut la salle. Sur la scène, l'équipe technique gesticulait en panique, essayant d'inverser ce qui se passait. Mais il était trop tard. Depuis son petit bureau, Martine Dubois avait lancé son attaque numérique, prenant le contrôle total du système audiovisuel de l'événement. Laura tenait toujours le micro. Elle ne regarda pas l'écran. Ses yeux étaient rivés sur Vincent. Son visage, auparavant si confiant, était maintenant un masque de fureur et de panique incontrôlée. Le piège était tendu. La scène avait été prise. « Comme M. Moreau semble réticent à répondre avec des mots », dit Élise, la voix résonnant dans le silence stupéfait de la salle. Peut-être qu'une petite présentation visuelle aidera à clarifier les choses pour tout le monde. Pendant une seconde qui s'étira comme une éternité, toute la salle retint son souffle. L'écran géant, l'autel du succès de Vincent, était maintenant l'arme pointée sur sa tête. Sur scène, le sang-froid de Vincent se désintégra en pure fureur. « Enlevez ça de l'écran !» hurla-t-il à son équipe technique. Sa voix, autrefois si contrôlée, maintenant un cri strident et aigu. « Coupez le signal, éteignez tout, maintenant !» Mais rien ne se passa. Les techniciens à leur poste cliquaient frénétiquement, mais leur commande était inutile. Martine Dubois, depuis son poste de combat à des kilomètres de là, avait construit une forteresse numérique impénétrable. Elle ne contrôlait pas seulement l'écran principal, mais aussi la diffusion interne sur tous les moniteurs de la salle et le webcast en direct, où des centaines d'autres investisseurs regardaient à distance. Vincent ne perdait pas seulement le contrôle de son événement, il perdait le contrôle de son propre récit en temps réel devant un public mondial. Tandis que le chaos et la panique engloutissaient la scène, dans l'allée, Élise était l'image de la sérénité. Elle ignora les gardes du corps, qui étaient maintenant paralysés par la confusion, ne sachant pas s'ils devaient obéir à l'homme qui se désagrégeait sur scène ou se rendre à la nouvelle autorité qui émanait de cette femme au micro. Élise sortit un petit passe-diapositive de sa poche, le clic doux du premier avancement sonnant comme un coup de feu dans le silence tendu qui se formait. L'écran changea. Il affichait maintenant 2 documents, côte à côte. C'étaient des feuilles de calcul complexes, mais le design de Martine était brillant dans sa simplicité, avec les lignes cruciales surlignées en rouge. « À gauche !» commença Élise, la voix calme et professorale. « Vous voyez l'analyse de faisabilité réelle du projet Phoenix, le projet qui a mené à l'acquisition d'Ackertech, une projection de bénéfices robuste. Ce document a été consulté et copié depuis les serveurs de Delarochère Investissement le 17 avril à 23h47 par une IP que nous avons tracée jusqu'à un terminal privé enregistré au nom de Vincent Moreau. » Un murmure de choc parcourut l'auditoire. « À droite !» poursuivit Élise. « Vous voyez le document qui a été laissé derrière sur les serveurs d'Adrien. Remarquez la subtile altération des projections de revenus du 3e et 4e trimestre, un changement de moins d'0,5%, insignifiant pour un œil non averti, mais suffisant pour faire hésiter un conseil d'administration prudent. » Elle fit une pause, laissant l'implication de ce qu'elle disait pénétrer chaque esprit dans la salle. Vincent Moreau n'a pas seulement volé la réponse d'un test, il a modifié la question pour s'assurer que lui seul puisse réussir. Clic. L'écran changea de nouveau, montrant une chronologie. L'acquisition d'Ackertech n'en était que le point final. 3 autres noms d'entreprises, 3 autres acquisitions géniales de Vincent au cours des dernières années étaient listées. À côté de chacune, des fragments de journaux de données indiquant le même schéma d'accès indu et d'altération subtile. Et pour ceux qui pensent qu'il s'agissait d'un cas isolé d'opportunisme, dit Élise, la voix prenant un ton froid, nous avons découvert qu'Ackertech était en fait le perfectionnement d'une méthode, un modèle économique basé sur le sabotage et la fraude, répété à plusieurs reprises pour construire ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom de V-Moro Global.
La caméra, maintenant contrôlée par Martine, fit un gros plan sur le visage de Vincent. La sueur brillait sur son front. La couleur avait disparu de son visage, laissant une pâleur cadavérique. Ses yeux sautaient de l'écran géant à la foule, puis aux membres de son propre conseil, qui le regardaient maintenant avec horreur. Il ne voyait plus un leader. Il voyait un criminel qui les avait rendus complices. Un par un, les directeurs sur scène commencèrent à s'éloigner physiquement de Vincent, créant un espace vide autour de lui, un isolement visible et humiliant. Clic. L'écran final. C'était le diagramme le plus dévastateur de tous. Un enchevêtrement complexe de flèches et de boîtes, montrant le flux d'argent des bénéfices excédentaires de ses acquisitions. L'argent n'était pas réinvesti dans l'entreprise. Il n'était pas distribué sous forme de dividendes généreux aux actionnaires. Les flèches, provenant de multiples sociétés écrans dans des paradis fiscaux, convergeaient toutes, implacablement, vers une seule boîte au centre de l'écran. À l'intérieur de la boîte, en grosses lettres, se trouvait le nom, Victor Menezes. Adrien, aux côtés d'Élise, observait tout, non pas avec joie, mais avec une satisfaction sombre et solennelle. Il voyait le visage de son ennemi à l'écran, dépouillé de toute son arrogance, et ne ressentait pas de haine. Il ressentait seulement le vide de la justice, en train de se faire. Il regarda Élise, qui commandait l'attention de centaines des personnes les plus puissantes du monde, avec rien d'autre que la vérité et un courage d'acier. Et il ressentit une fierté si écrasante qu'elle lui coupa le souffle. Le succès de cette entreprise, le luxe dans cette salle, votre retour sur investissement, dit Élise, s'adressant maintenant directement aux actionnaires, a été construit sur un mensonge. Vous n'êtes pas partenaire dans le succès d'un génie. Vous avez été, sans le savoir, les bénéficiaires d'une série de crimes. Elle remit le passe-diapositive dans sa poche. Sa présentation était terminée. Elle se pencha une dernière fois vers le micro. Par conséquent, la question pour chacun d'entre vous aujourd'hui ne porte pas sur les projections de bénéfices pour le prochain trimestre. Elle porte sur le fondement sur lequel votre argent est construit. Sa voix était un murmure qui sonnait comme un tonnerre. Je m'appelle Élise Valérie et je voudrais proposer une motion de défiance et la révocation immédiate de Vincent Moreau du poste de PDG. Elle se redressa et d'un geste délibéré reposa le micro sur son support. Le travail était fait. Pendant un instant, le silence dans la salle fut total, dense, lourd, et puis il se brisa, non pas avec des applaudissements, mais avec un rugissement. Des dizaines d'actionnaires se levèrent, criant, gesticulant, des journalistes couraient dans les allées. Le chaos était absolu, l'ordre s'était dissous. Au milieu du pandémonium, Vincent Moreau resta immobile sur sa chaise sur scène, un homme complètement seul au milieu d'une foule. Il regardait dans le vide, les yeux vitreux, le cerveau incapable de traiter la vitesse et la totalité de sa destruction. Et puis, un nouveau son coupa le bruit. Les doubles portes au fond de la salle s'ouvrirent. Calmement, sans hâte, 4 hommes en costume sombre, indubitablement des policiers, entrèrent dans la salle. Ils ne coururent pas. Ils marchèrent simplement, avec un but clair, en direction de la scène. Le regard de Vincent croisa le leur. Et à ce moment, toute trace de lutte qui pouvait encore exister en lui s'éteignit pour toujours. Il n'essaya pas de fuir. Il ne cria pas. Il se recroquevilla simplement sur sa chaise, un roi déchu sur son trône, tandis que la justice, lente mais inévitable, montait les marches pour le trouver. Alors que la salle de bal sombrait dans un pandémonium de cris, de caméras et l'arrivée solennelle de la loi, Adrien et Élise se déplaçaient dans la direction opposée. Personne ne fit attention à eux. Le spectacle était maintenant Vincent, le roi déchu escorté hors de son propre château. La main d'Élise fermement dans la sienne, Adrien la guida par une porte de service latérale et ils émergèrent dans l'air froid de la nuit. Le son de la confusion fut étouffé par la porte se fermant derrière eux. Ils étaient de retour dans le monde réel, un monde qui, soudain, semblait complètement différent. La marche de retour vers le studio se fit dans un silence presque sacré. Les lumières de la ville, qui semblaient auparavant se moquer de leur insignifiance, semblaient maintenant juste des lumières. Le bruit de la circulation n'était que du bruit.
La victoire ne les avait pas remplis d'euphorie, mais d'un calme épuisé, le calme des soldats après la bataille finale d'une longue guerre. En entrant dans le petit appartement, le son du robinet qui goutte les accueillit comme un vieil ami. Mais pour la première fois, le son n'était pas irritant. C'était juste le son de la maison. Le pouvoir que cet endroit misérable avait sur eux s'était brisé pour toujours. Ils ne parlèrent pas. Ils se prirent simplement dans les bras au milieu de la pièce, une étreinte longue et serrée qui disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités qui confirmèrent leur victoire. Vemoro Global, sous un nouveau conseil d'administration intérimaire désespéré de nettoyer l'image de l'entreprise, offrit à Adrien un accord généreux pour éviter un procès civil qui les entraînerait encore plus dans la boue. Adrien, à la surprise des avocats, n'exigea pas le retour de son ancienne fortune. Il demanda une somme qui était une fraction de son ancien patrimoine, mais qui pour lui et Élise représentait une vie entière. Assez pour laver son nom, payer ses dettes inexistantes et surtout recommencer sans le poids d'un empire. Les médias, avec la même férocité avec laquelle ils l'avaient détruit, le réhabilitaient maintenant. Les gros titres le qualifiaient de phénix du marché, l'homme qui était allé en enfer et en était revenu pour exposer la corruption. Mais la plupart des éloges allaient à Élise, couronnée par la presse comme la dame de fer, la brillante stratège qui d'un seul mouvement avait renversé un roi. Adrien lisait chacun de ses articles avec un sourire, découpant et gardant ceux qui avaient sa photo. Ils eurent 2 réunions importantes cette première semaine de leur nouvelle vie. La première fut avec Martine Dubois, dans son bureau chaotique. Ils lui remirent un bonus qui la fit lever les sourcils de surprise sincère. « J'ai dit que j'étais cher, pas que vous deviez m'acheter une île », plaisanta-t-elle, mais la gratitude dans ses yeux était réelle. La deuxième réunion eut lieu dans un café ensoleillé, avec Léo. Le jeune ex-stagiaire en informatique arriva nerveux, ne sachant pas à quoi s'attendre. Adrien et Élise furent directs. « Nous allons monter une entreprise », dit Adrien. « Une société de conseil en risque et éthique d'entreprise, petite, agile, honnête. Et nous voulons que tu sois notre premier associé, notre directeur de la technologie. » Les yeux de Léo se remplirent de larmes. La loyauté née d'un simple bonjour des années auparavant était maintenant récompensée par la chance d'une vie. Mais il y avait un dernier acte de réparation à accomplir, une affaire non réglée qui hantait Adrien. Un après-midi, il sortit seul. Il retourna dans cette rue noble, chez le joaillier au velours et au silence. Le vieux joaillier le reconnut. Adrien expliqua la situation, le cœur sur la main, craignant que la pièce n'ait déjà été démontée, l'or fondu, le souvenir effacé. Le joaillier écouta attentivement et, au grand soulagement d'Adrien, un petit sourire se forma sur ses lèvres. « Je me doutais qu'il y avait une histoire spéciale là derrière, » dit-il. « Je ne l'ai jamais mis en vente. Je l'ai gardé dans mon coffre personnel. Je sentais qu'un jour, quelqu'un reviendrait pour lui. » Adrien paya le double de ce que le joaillier avait donné à Élise, et cela ne le dérangea pas. Il sortit de la boutique avec la petite boîte en velours à la main, se sentant plus riche que lorsqu'il possédait des milliards. Cette nuit-là, dans le studio qu'il quitterait bientôt, il s'approcha d'Élise alors qu'elle lisait un livre. Il ne dit rien, ouvrit simplement la boîte. Élise regarda à l'intérieur et le médaillon de sa mère brilla sous la faible lumière de l'ampoule. L'air s'échappa de ses poumons. Les larmes qu'elle n'avait pas versées chez le joaillier vinrent maintenant, chaudes et silencieuses. Adrien prit le médaillon et, de ses mains fermes, le passa autour de son cou. Le métal froid toucha sa peau, mais le sentiment était d'une chaleur qui la remplit entièrement. Le cercle était bouclé, le sacrifice avait été honoré et inversé. Une semaine plus tard, ils se marièrent. Il n'y eut pas de cathédrale, ni de centaines d'invités. La cérémonie eut lieu dans une simple mairie, suivie d'une célébration dans un petit jardin public. Les seuls invités étaient Martine et Léo. Élise portait une simple robe blanche et le médaillon de sa mère. Adrien portait le même costume que celui de l'Assemblée. Lorsque l'officier d'état civil prononça les mots « dans la richesse et dans la pauvreté », ils se regardèrent et une compréhension profonde passa entre eux.
Ils avaient commencé dans la richesse, avaient été jetés dans la pauvreté la plus abjecte et se trouvaient maintenant quelque part entre les deux. Mais pour la première fois, ils se sentaient complets. Leur baiser fut réel, tranquille, et c'est là non pas un début, mais la continuation d'un partenariat forgé dans le feu. Alors qu'ils buvaient une coupe de champagne dans le jardin pour fêter ça, Martine s'approcha, une enveloppe à la main. « Je ne veux pas gâcher le moment, » dit-elle avec son ton direct, « mais j'ai pensé que vous devriez voir ça. C'est une copie de quelque chose que j'ai trouvé sur les serveurs de Vincent et qui ne faisait pas partie de notre enquête principale. » Adrien ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des relevés bancaires montrant une série de paiements mensuels effectués par l'une des sociétés écrans de Vincent à un membre de l'ancien conseil d'Adrien. Le même membre qui, se souvint Adrien avec un frisson, avait été le vote décisif pour retarder l'approbation du projet Phénix. Élise regarda les papiers, puis Adrien. Vincent n'avait pas été le seul traître dans leur entourage. La guerre qu'ils pensaient avoir gagnée n'était peut-être qu'une seule bataille. Il y avait d'autres dragons dans la montagne. Adrien regarda les documents, la preuve d'une autre trahison. Puis il regarda le visage d'Élise, illuminé par le soleil de l'après-midi, le sourire de Léo et le regard satisfait de Martine. Il plia lentement les papiers et les glissa dans la poche de sa veste. « Un autre jour », dit-il à voix basse à Élise. « C'est un problème pour un autre jour. » Elle acquiesça, posant sa main sur la sienne. Aujourd'hui, ils n'étaient pas des chasseurs de dragons. Ils n'étaient qu'un mari et une femme, célébrant le début d'une paix qu'ils avaient conquise à si grand prix. Et pour la première fois, c'était plus que suffisant. 1 an plus tard, le soleil de fin d'après-midi entrait par les immenses fenêtres d'un bureau de style loft dans un bâtiment industriel rénové. L'espace était vaste, avec des murs en briques apparentes, des plantes vertes et un grand tableau blanc couvert d'idées, pas de diagramme de guerre. Au centre de l'espace, une table en bois massif servait de cœur à l'entreprise. Le nom sur la porte en verre disait « VNR, Conseil en intégrité ». C'était la nouvelle réalité d'Adrien et Élise. Une réalité qu'ils avaient construite à partir de zéro. Élise était en appel vidéo, riant en conseillant une jeune PDG d'une start-up technologique sur la manière de croître sans compromettre ses valeurs. De l'autre côté de la pièce, Adrien était penché sur une table avec Léo, les deux discutant d'un nouveau protocole de sécurité des données pour un client. Adrien n'étant plus un patron distant, mais un mentor et un collègue. Leur entreprise était un succès. Pas un succès mesuré en milliards ou en couverture de magazines d'affaires, mais en réputation, en clients qui cherchaient non seulement le profit, mais un but. Ils étaient respectés. Et pour la première fois depuis longtemps, ils étaient heureux. Sur un écran de télévision au mur, une chaîne d'information financière était allumée en mode silencieux. Un instant, le programme fut interrompu par un flash info. Les mots sur le bandeau étaient clairs et définitifs. L'ancien magnate Vincent Moreau, condamné à 15 ans de prison ferme pour fraude, association de malfaiteurs et manipulation de marché. Adrien vit la nouvelle. Il attira l'attention d'Élise d'un regard. Elle se tourna, lut la sentence, et leurs yeux se croisèrent à travers la pièce. Il n'y eut pas de célébration, pas de sourire de triomphe, juste un signe de tête presque imperceptible. C'était un point final, un chapitre de leur vie qui était maintenant officiellement et définitivement clos. Vincent Moreau n'était plus un monstre à combattre, mais juste un lointain souvenir, un fantôme enfermé dans une cellule. Plus tard, alors que les quelques employés étaient repartis et que le bureau était baigné par la lumière dorée du crépuscule, Adrien et Élise se tenaient devant l'une des grandes fenêtres, regardant la ville s'illuminer en contrebas. La vue n'était pas aussi haute ou dominante que celle de l'ancien penthouse d'Adrien, mais elle était infiniment plus belle. C'était une vue qu'ils avaient conquise ensemble. Adrien passa son bras autour de la taille d'Élise, la serrant contre lui. Le silence entre eux était confortable, rempli de tout ce qu'ils avaient traversé et de tout ce qui était encore à venir. « Tu sais » dit-il à voix basse, le regard perdu à l'horizon. « Ce jour-là, devant l'autel de cette église, j'étais absolument convaincu que j'avais perdu tout ce qui existait au monde. » Élise se tourna vers lui, le visage illuminé d'un sourire tendre et sage. Elle leva la main et lui toucha le visage.
le médaillon de sa mère reposant sur sa poitrine. Ses yeux, qui avaient un jour reflété le choc et la peur, brillaient maintenant d'une paix profonde. « Non, mon amour, dit-elle, la voix douce, mais les mots chargés de toute la vérité qu'ils avaient apprise. Tu n'as perdu que ce qui n'avait pas d'importance.